L'objectif étant d'aller révéler un peu les forces, les potentiels de chacun, en utilisant ce support du théâtre où on va développer la confiance en soi, l'estime de soi, et puis aussi de se dire qu'on a une mission un peu sur Terre, de contribuer au monde. L'objectif, c'est que chacun trouve sa contribution au monde. L'avant-dernière séance, je sors et la maman vient me voir. Non, c'est sa fille qui lui dit « Ah, c'est notre prof de théâtre » et qui me dit ah, c'est à cause de vous que ma fille a envie d'aller à l'école maintenant. Je me rappelle une femme qui arrivait avec des... Je la vois encore rentrer dans la salle, les yeux au sol, qui avait pas trop envie de parler, qui à chaque fois qu'on la regardait, qu'on la questionnait, elle tremblait, voilà. Des vêtements très ternes. Et à la fin du parcours, elle est arrivée. Elle avait des vêtements colorés, le sourire. C'est elle qui amenait les autres avec elle sur les impros. Sébastien, je suis ravie de t'accueillir sur le fauteuil des Belles Voix, dans ce tout nouveau lieu de tournage. On est au Monde du Nédo, à Ploudrin, dans le département 56, en Bretagne, pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas, dans les contrées lointaines. Et voilà, donc c'est un tout nouveau décor. Et donc, tu es le premier. Quelle chance. Voilà, hein, t'as vu ça? Très content, merci de m'accueillir. En tout cas. Bah non, c'est un vrai plaisir. Si tu connais un peu les Belles Voix, tu connais la première question, qui est, peux-tu te présenter en quelques mots, à la fois sur le plan personnel et professionnel? Donc, je m'appelle Sébastien Loyer, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 magnifiques filles, voilà, et j'habite à Elvin. Et professionnellement, aujourd'hui, je suis indépendant, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Revelenso. Et pour simplifier un petit peu la présentation, j'ai un fil rouge qui est l'improvisation théâtrale. Et grâce à ce support de l'impro, je l'utilise de manière appliquée dans le monde de l'entreprise, les établissements d'enseignement, les structures médico-sociales, les associations. L'objectif étant d'aller révéler un peu les forces, les potentiels de chacun, en utilisant ce support du théâtre où on va développer la confiance en soi, l'estime de soi, et puis aussi de se dire qu'on a une mission un peu sur Terre, de contribuer au monde. L'objectif, c'est que chacun trouve sa contribution au monde. En fait. Voilà. Et voilà, ça parle beaucoup par rapport à la ligne éditoriale des Belles Voix, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a une tradition dans les Belles Voix. Pour commencer, je vais te donner un objet. Ok. Et après, je te donnerai quelques cartes. Mais d'abord, je vais commencer par l'objet. Le but du jeu, c'est d'en apprendre un peu plus sur toi. Ok. Oh bah voilà, ça commence. Le premier objet est tombé. Et ça, ce sont les aléas du direct. Ok. Alors, c'est bon? Ouais, tu l'as? Je vois, ouais, je pense. Alors, dis-nous tout. Donc, c'est un... C'est un cercle. Voilà. C'est un cercle, c'est une forme qui signifie beaucoup de choses pour moi. Je te disais tout à l'heure que mon entreprise s'appelle Revelenso. Et un enso, en japonais, c'est le cercle, tracé au pinceau, qui révèle à la fois l'intériorité, l'individualité, ce que chacun est à travers ce cercle. Ça représente aussi pour moi le collectif. Quand je fais un atelier, notamment de théâtre, d'impro, ça commence toujours par un cercle. Et c'est en plus la meilleure forme pour mieux se voir à l'intérieur d'un groupe. Ça représente aussi la planète. J'avais pensé t'amener un petit globe, sinon une petite planète. Mais La planète qui, on le sait tous, est notre seule maison et qui est un peu en danger. Donc c'est aussi à travers mes interventions, je parle beaucoup de cet élément-là, de protection de l'environnement, à la fois de l'environnement, l'écologie, mais aussi socialement. Et puis le dernier clin d'œil, c'est le smiley, en fait, le smiley qui est là. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que le cercle résume un petit peu tout ce que je fais au quotidien. Donc merci d'avoir pensé à ce cercle. Merci beaucoup. Et alors, pour continuer, je vais pousser là, je vais te donner quelques cartes. Ouais. Alors, c'est tiré du jeu d'une amie qui l'a fait, qui est le Brand Codex, qui a été fait par Caroline Beaujard. Et alors, comme je sais que tu parles de la planète, etc., moi, j'ai fait le choix de te faire sélectionner une matière qui est en lien avec les éléments. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux en sélectionner une, me dire pourquoi? Alors,
derrière, il y a des mots. Soit tu les utilises, soit tu te laisses... Ok. tu me dis exactement, toi. Donc j'en choisis une parmi Voilà, une. toutes Qu'est-ce ces celle qui te cartes. représente le mieux? Non, Ah, c'est les ça, matières de les ce côté-là. matières. Voilà, c'est ça. La roche, le vent, ok. Le bois. Ok. Intéressant. Je peux pas toutes les prendre, je suis obligé d'en choisir Non, qu'une. il faut C'est surtout ça. que c'est la matière qui te parle en premier, tu vois, celle qui te... Parce qu'en général, si les mots qu'il y aura derrière, Ouais. sera forcément... Ouais. Alors, ce sera les plus importants, on va dire, dans tes valeurs. Celle qui te vient le premier à l'esprit, c'est quoi? c'est l'eau. D'accord. C'est l'eau, pas parce que je suis hyper à l'aise dans l'eau, c'est pas ça du tout. Au contraire, je suis pas un gars qui est super à l'aise dans l'eau. Mais par contre, pour venir au cercle, dans la notion, tu sais, quand on jette un caillou dans l'eau, on a ces cercles-là qui reviennent. Complètement. Et si je lis les termes derrière, ça correspond aussi à pas mal de valeurs autour de la transparence, de l'honnêteté et de la confiance aussi qui revient. Donc l'eau, l'eau c'est un élément aussi qui est important dans notre territoire, là, dans notre secteur géographique. Bien sûr, oui. C'est un endroit aussi où on peut un peu se ressourcer. Ça fait du bien. J'aime bien aller faire des petites balades à la plage un peu le week-end pour se ressourcer. Donc, ouais, voilà, c'est ce qui me vient, l'eau. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. Alors, il y a une question aussi qui revient dans les belles voix. Moi, je parle beaucoup, j'aime bien évoquer l'enfance. Parce que comme je dis à chaque fois, l'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est aussi l'enfant qu'on a été. Et je voulais savoir comment tu voyais le monde quand tu étais enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touchait ou qui te passionnait? Quelque chose qui t'a marqué, là, comme ça, qui te vient tout de suite? Quand j'étais enfant, En fait, je pense que déjà, la part de l'enfance, elle est restée. Dans le jeu. Dans le jeu. Ouais. Voilà, dans le jeu, dans le fait de travailler avec les enfants, dans le fait de rigoler, de toujours jouer, d'avoir cette part un petit peu d'insouciance, même si évidemment en grandissant, en étant adulte, on la perd un petit peu, mais j'essaie de la garder quand même. Et de se dire que, en fait, enfant, j'étais quelqu'un de très dynamique. Très vite, j'avais pas peur de faire rire, de prendre la parole, et surtout de faire en sorte aussi que les gens se sentent bien. J'aimais bien faire du lien entre les gens qui soient enfants ou adultes, de voir les sourires en fait sur les gens. Compliqué pour moi de voir des gens tristes, donc d'aller mettre la petite tape sur l'épaule pour dire que ça va aller mieux. Et voilà, cette part d'enfance pour moi, elle est très positive. Et aussi du fait que j'ai grandi dans une famille qui était très active dans le domaine associatif, donc j'étais toujours en contact avec des gens. Et pour moi, c'est un souvenir qui est très positif, l'enfance. Et j'ai voulu très vite aussi m'investir dans plein de choses collectives. Donc voilà, faire rire. Ouais, je pense que je pourrais résumer à ça. Voilà, et garder son âme d'enfant surtout. Ouais, garder son âme d'enfant, tout à fait. J'avais envie de revenir au début de ton parcours. Parce qu'il y a quelque chose d'assez symbolique dans ton histoire, c'est que après tes études en animation socio-culturelle, tu as travaillé pendant 17 ans dans le lycée où toi-même tu avais étudié, donc au lycée Saint-Paul à Vannes. Et tu as commencé, donc tu me disais, par animer le foyer des lycéens, et après tu es devenu facilitateur. En fait, tu créais du lien entre les différents, on va dire, acteurs de l'établissement. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait le plus marqué pendant ces 17 ans? Déjà, c'est une personne qui est devenue un mentor, finalement. C'est le directeur du lycée de l'époque, qui s'appelle Michel Lecorneau, qui est malheureusement décédé. Mais je pense souvent à lui dans mon parcours. En gros, quand j'étais élève, déjà, c'était un directeur qui était emblématique. Saint-Paul-à-Vannes, c'est un gros lycée, et la légende disait qu'il connaissait tous les prénoms de chaque élève, ou au moins la commune d'origine. Et il avait toujours un mot pour chaque élève. Moi, déjà, en tant qu'élève, ça m'a marqué. Et vu que j'étais déjà investi pas mal dans les activités du lycée quand j'étais élève, j'étais pas mal en lien déjà avec lui.
Et donc, quand je suis revenu au lycée, c'est lui qui m'a appelé, en fait. J'ai fait des études d'animation et c'est lui qui m'a contacté. Le lendemain, je signais mon contrat. Je ne savais pas que j'allais rester 17 ans, mais voilà. Donc déjà, une personne qui, humainement, était exceptionnelle, qui m'a beaucoup inspiré sur mon parcours et sur mon savoir-être aussi, je pense, et qui m'inspire encore toujours. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'importance de faire du lien entre les gens dans une structure. Et là, c'était à l'échelle d'un lycée. Donc j'étais au début beaucoup au contact des élèves, mais je me suis rendu compte qu'en fait, l'élève, il vit pas seulement qu'avec ses camarades de classe, il y a aussi des professeurs, il y a aussi ses parents, il y a aussi tous les membres de la communauté éducative, et que pour être bien dans une structure, c'est un tout, c'est une systémie. Et à partir du moment où on a un des éléments qui ne se sent pas bien, on sent que tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, je me suis rendu compte à travers ces 17 années que à partir du moment où on s'occupait, qu'on avait une vision un petit peu plus haute de l'organisation à son global, dans sa globalité, pardon, et qu'il fallait faire attention à chaque niveau, et ben, je me suis rendu compte que en fait, les gens, ils allaient mieux. Mais je parle pas seulement des élèves, je parle aussi des professeurs, du personnel au GEC, du personnel qui va s'occuper du ménage, du personnel qui s'occupe de la restauration, de la personne qui va venir tondre la pelouse le mercredi après-midi. En fait, c'est ça que je voulais, et qu'à chaque fois que les gens venaient dans cet établissement, et je le vois encore aujourd'hui quand je vais travailler en entreprise ou que j'arrive dans des établissements, on le sent tout de suite si les gens ils sont bien. Rien que sur le bonjour, sur la manière dont les gens vous regardent. Et en fait, ça, je l'ai senti très vite et j'essayais de mettre ça en place au sein du lycée. Donc voilà, c'est à la fois, pour résumer un peu ce que j'ai dit, ce directeur qui était un peu mentor et qui dirigeait une équipe qui finalement était un peu comme une famille. Ouais. Voilà. Et voilà, de faire tourner cet établissement avec chacun ses compétences, mais en ayant conscience que à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une répercussion sur l'ensemble et que c'est important d'avoir cette hauteur sur la structure. Voilà. Donc c'est là que toi, tu as commencé à comprendre peut-être l'impact que toi, tu pouvais avoir sur les autres et à prendre ta place. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Prendre ma place, oui, parce qu'il a fallu faire sa place. Et puis en 17 ans, l'établissement il a évolué en termes de nombre d'élèves. Il y a tout ce qui est lié au numérique qui est arrivé. Je suis rentré en tant qu'animateur en 2003. Donc il y a tous les réseaux sociaux, le développement des sites internet, tout ça, il a dû s'adapter aussi. Et puis également aux nouvelles manières de travailler et puis les nouvelles tendances aussi du bien-être en entreprise, du bien-être, voilà. Donc moi j'étais très au fait de ça et j'essayais d'être au maximum en veille là-dessus. Donc ouais, tout à fait. Après le lycée, tu as travaillé aussi pour Territoire Apprenant, Pays de Vannes. Ouais, tout à fait. Et puis maintenant tu as créé ton entreprise. Voilà, on retrouve à chaque fois. Alors tu parlais du fil rouge qui est toi l'improvisation théâtrale, mais le fait de faire du lien finalement. Qui, même quand tu étais plus petit, voilà, toujours vouloir. C'est fort. Tu sais d'où ça vient vraiment, même petit, non? Il n'y a pas quelque chose. Alors tu parlais effectivement de tes parents qui étaient toujours dans le milieu associatif. Mais est-ce que tu saurais dire s'il y a quelque chose de plus profond Si, il y a déjà le fait de vouloir comprendre comment fonctionnent les choses. Il y a une curiosité de comprendre comment fonctionnent les choses. Et même j'ai été très vite aussi, j'ai fait du foot à 7 ans. Et très vite, je me suis intéressé sur la tactique, un petit peu de se dire, un déplacement va déclencher ça, et de comprendre un peu comment fonctionne le jeu. Et dans une association, dans une entreprise, c'est pareil en fait. Tu dupliques finalement, c'est toujours. C'est ça. C'est la même chose. Et de vouloir essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas et pourquoi aussi ça fonctionne. Parce que souvent on va aller chercher, se dire mais ça fonctionne pas, et on va regarder surtout ce qui fonctionne pas, sauf que on va pas regarder assez ce qui fonctionne. Et souvent quand on va aller chercher un petit peu les forces
tout ça, et qu'on va jouer sur nos forces, on va gommer un petit peu ce qui fonctionne un peu moins pour s'axer sur ce qui fonctionne bien. Donc, ouais, je pense qu'il y a cette curiosité de comprendre comment les choses fonctionnent, les différents rapports de force, la relation entre un événement et un autre, entre un caractère d'une personne et un autre. Est-ce que ça peut matcher? Est-ce que ça peut pas matcher? Si ça matche pas, qu'est-ce qu'il fait? Enfin voilà, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, dans le théâtre d'improvisation, on travaille beaucoup ça aussi. Ouais, c'est comprendre toujours dans l'objectif de faire du bien, quoi. Ouais. Justement, là, tu parles du théâtre d'improvisation. Pour toi, ça a été un véritable déclic. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette découverte qui a été finalement un déclencheur là, pour la suite? J'ai découvert l'improvisation théâtrale en 2001. Donc, je pars de Vannes faire mes études de DUT Carrière sociale au Havre. Et je faisais déjà du théâtre classique. Depuis tout jeune, ma maman fait du théâtre et j'ai toujours été attiré par ce monde-là. Dès tout petit, il fallait que j'aille voir les répétitions. D'accord. Je me cachais derrière les sièges, j'allais en coulisses, j'adorais ça en fait. Pouvoir avoir accès aux endroits dont les personnes ne pouvaient pas voir, quoi. Et donc en 2001, au Havre, je vais voir ce spectacle d'improvisation que je ne connaissais pas avec des copains étudiants. Et là, je découvre une manière de faire du théâtre qui tout de suite... c'est une révélation. Je vois des comédiens sur scène qui n'ont pas de texte, pas de costume, il n'y a pas de décor. On leur donne un thème et en 10 secondes, ils commencent à créer une histoire. Ils jouent des personnages, ils jouent des objets, Et là, je fais, mais c'est quoi ça? Mais je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça. Et l'année d'après, dans l'IUT où je travaillais, il y avait un atelier d'impro, donc je me suis inscrit. Et j'ai commencé comme ça. Et finalement, je retrouve au sein du théâtre d'impro tout ce que j'aime faire au quotidien. Et c'est une révélation dans le sens où je me rends compte que, mais en fait, je le fais déjà. Ces choses-là, je les fais déjà un petit peu au quotidien. On est tous improvisateurs de toute façon, donc voilà. Mais on met des mots, on met des mots. On donne du sens un petit peu à ce qu'on fait et sur scène. Alors évidemment, il y a la différence, c'est que là, on improvise devant des gens, devant un public. Mais ça, vu que je faisais du théâtre déjà, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Et donc j'ai développé tout ça, et c'est là où vraiment j'ai connu l'impro. Ouais. C'est au Havre. Ouais. Moi, je sais que j'ai découvert ça quand je travaillais dans l'événementiel. Il y avait des battles d'improvisation, et on l'avait adapté lors d'un événement, je me rappelle, à la Cigale. On avait mis un ring, et du coup, il y avait, comme ça, c'était il y avait des animateurs, plus les gens de l'entreprise qui venaient performer sur... Donc la Cigale à Paris. À Paris, ça, c'est la salle emblématique de l'improvisation. Ah d'accord, bah tu vois, j'avais pas ce souvenir-là. Et c'était avec la Ligue majeure d'impro. Oui, voilà, c'est ça. La Ligue majeure, tout à fait. Ah non, je trouve ça incroyable. Ça rappelle des bons souvenirs, effectivement. Et du coup, à toi, à quel moment tu comprends finalement que c'est pas juste un jeu, mais que tu vas pouvoir t'en servir comme outil de transformation, si je puis dire? Après ma période étudiante au Havre, donc j'arrive au lycée Saint-Paul, et j'intègre assez vite une troupe d'impro du côté de Vannes, et celle qui était à l'époque la seule qui était présente, c'était la clique du clic de Saint-Avé. Donc j'intègre cette troupe. Et voilà, je m'y sens bien tout de suite. Hein. Quand je parle de l'impro, souvent je dis je suis tombé dans la marmite, et voilà, c'était pris. Et donc, je commence à faire des spectacles, et ça marche bien. Je me rends compte que ça a un impact aussi sur le public qu'on rencontre. Et puis, animateur au lycée, je décide de créer une troupe lycéenne avec les ados. Et on va dire que c'est vraiment au lycée où je me rends compte que c'est un outil formidable pour les élèves de confiance en soi. Et c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec les jeunes. Parallèlement à ça, donc, je commence à animer aussi des ateliers à la clique du clic. Je remplace des coachs de temps en temps. Et puis, à un moment, je me dis, bon, ça prend du temps, tout ça. Ce serait bien aussi que je me fasse rémunérer. Je me forme, ce serait bien aussi, quoi. Donc, c'est de là que je crée ma micro-entreprise en 2017. Et puis, donc, à Saint-Paul, on crée cette troupe lycéenne.
Et puis on fait des liens, notamment avec la conseillère d'orientation qui me dit « ta troupe là, il y a moyen de faire quelque chose pour présenter, pour que les élèves de seconde aient un premier rapport avec l'orientation scolaire en utilisant la troupe des lycéens pour faire des scènes sur l'impro. » Et je me rends compte qu'au-delà de la force que ça a sur scène, ça peut aussi avoir un impact sur la vie des gens. Pour les faire réfléchir sur des sujets différents. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'impro sur des sujets différents comme la communication en entreprise, sur l'égalité homme-femme, sur de manière appliquée. C'est pas pour rien que ça s'est développé, c'est que c'est vraiment un outil qui est super efficace pour ça. Et donc, à partir de là, je me rends compte qu'il y a un champ énorme qui s'ouvre grâce à ça, non seulement sur l'orientation scolaire, mais à la clique du clic, il y a aussi des entreprises qui commencent à venir frapper à la porte de l'ASSO en disant « Est-ce que vous faites des spectacles pour les entreprises? Est-ce que vous intervenez dans les entreprises pour justement faciliter la parole en public et tout ça ?» Et on n'était pas structuré pour ça, quoi. Donc au départ, on a commencé à faire des choses en entreprise, mais on n'était pas pro, quoi. Donc donc on faisait des spectacles. Et puis petit à petit, il y a la partie pro qui s'est développée avec une troupe qui s'appelle Sim et compagnie, qui s'appelait Idit à l'époque. Sim et compagnie, où là, c'est 4-5 improvisateurs de la clique du clic qui se sont professionnalisés pour utiliser l'impro de manière appliquée dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, un petit peu le cheminement et le déclic pour se dire que l'impro aujourd'hui, on peut en vivre. On peut en vivre parce qu'il y a de la demande et parce que c'est un intérêt pour les gens. Tu accompagnes, tu me disais, les entreprises, les écoles, les associations, les collectivités. Et alors, tu évoquais effectivement les besoins. C'est quoi ce qui revient vraiment le plus souvent, en fait, soit chez, en fonction si c'est les écoles ou les collectifs ou les entreprises. Ouais. C'est quoi voilà, ça c'est indispensable. Ouais, au niveau des entreprises, la demande souvent, ça va être lié à la cohésion. Donc on va organiser du team building. J'avais demandé des exemples à chaque fois justement. Donc team building. Team building autour de l'improvisation théâtrale. Donc par exemple, on va avoir, je prends un exemple, une entreprise de 400 personnes. On a fait une journée où le matin ils étaient en séminaire et nous on faisait des restitutions théâtralisées des tables rondes du matin. D'accord. On a analysé un questionnaire qui avait été envoyé à l'ensemble des salariés et on anime aussi cette table ronde et le compte-rendu de ce questionnaire. Donc, restitution théâtralisée. L'après-midi, on divise le groupe en plusieurs sous-groupes où là, on va utiliser l'improvisation pour faire de la cohésion d'équipe. Voilà. Et sur l'exemple là dont je te parle, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, alors c'est des gros groupes, parce qu'on est 4-5 improvisateurs, on a des groupes de 50, donc on fait des choses très collectives, et on a notamment fait ce qu'on appelle des tableaux improvisés, c'est-à-dire qu'on leur donne un thème et ils doivent réaliser un tableau humain, corporel, humain, sur ce thème-là. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, les photos, on les prenait en photo, et ces photos-là, on les réutilisait sur la dernière table ronde du soir, et nous, ça nous servait de base sur notre restitution théâtralisée, donc ils se voyaient en photo, et nous, on faisait une réunion d'équipe, et on expliquait, voilà, ici, et on se servait on improvisait sur les photos, quoi. Donc voilà l'exemple qu'on peut utiliser. Après, chaque demande est différente. Parce qu'il y a des enjeux différents. Il peut y avoir des enjeux de communication au sein de l'entreprise. Il peut y avoir des enjeux de cohésion. Il peut y avoir des enjeux autour de thématiques. Je parlais tout à l'heure égalité homme-femme. On va travailler là-dessus. Sur la responsabilité sociétale des entreprises également. D'accord. Donc on peut intervenir sur différents sujets. La force de l'impro, c'est que on peut s'adapter à tout. Et évidemment, nous, ça nous oblige aussi à aller bosser, travailler sur les sujets. Et pour être improvisateur, il faut être super curieux, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Donc voilà, dans le monde de l'entreprise, on a cette partie-là. Pour les écoles, là, on va aller de la maternelle jusqu'au post-bac. La maternelle, on va utiliser l'impro pour développer les compétences psychosociales. Dès la maternelle, avec les petits. Ça marche super. Donc là, eux, ils n'ont pas besoin de thème. Il suffit juste de leur poser un petit cadre et de leur dire là, tu joues, là, tu écoutes. Et après, c'est magique. Ça part tout seul.
Et puis petit à petit, on va rentrer dans la compétence psychosociale, relation à l'autre. On va travailler le non-jugement. On va travailler le fait que moi j'ai des compétences, que l'autre il a d'autres compétences différentes, mais tiens, si on lie les deux là, on fait des trucs super tous les deux. Parce que chacun a ses forces. Et on va grandir là-dessus. En collège, j'interviens autour de l'orientation scolaire. Je l'utilise aussi sur des cohésions de classe en début d'année. Ça, c'est magique. Les professeurs me disent, mais en fait, on gagne 1 mois et demi parce qu'en 2 heures de temps, on a cassé les barrières entre les élèves et c'est super. Évidemment, petit à petit, on va arriver aussi sur la prise de parole en public pour travailler le grand oral du bac en lycée, pour préparer un concours d'éloquence. Et puis, sur le post-bac, ça va être comment préparer un entretien d'embauche ou travailler sur son savoir-être en entreprise, sa posture pro. Donc tout au long de la vie, en fait, on a besoin. Il y a des besoins. Ouais. Voilà. Et puis la troisième phase, donc outre le fait d'être coach d'improvisation pour des troupes, où là c'est vraiment du loisir, il va y avoir une partie plus sociale, médico-sociale même, où j'interviens auprès d'élèves en décrochage scolaire, dans des CPEA, et puis auprès d'associations, auprès de publics prioritaires, de quartiers prioritaires, sur la confiance en soi, sur la reconversion professionnelle. Parce que je me suis aussi formé à l'orientation positive. Je ne sais pas si on y reviendra aussi, mais l'orientation positive avec... je veux bien que tu développes à ce moment-là, ouais. L'orientation positive, c'est issu de la psychologie positive, qui a été créée par Martin Seligman en 1998. Et là où la psychologie classique part des problèmes pour trouver des solutions, la psychologie positive va partir de ce qui marche pour aller mieux. Okay, l'orientation positive, qui a été créée par Isabelle Servant, donc je me suis formé avec elle là-dessus. L'orientation positive, on va déjà voir ce qui marche bien chez nous. C'est quoi nos forces, en fait, dans quoi on est bon. Et c'est difficile, notamment auprès d'enfants ou de personnes qui sont en reconversion et qui sont en totale perte de confiance, de dire c'est quoi mes forces. C'est dur. Donc on prend le temps de réfléchir à ça. On va aller demander aux autres aussi. De nous dire c'est quoi nos forces. Et on va travailler aussi sur le plaisir. À quel moment on se sent bien, à quel moment on retrouve des états de flow et comment on peut retrouver ça pour se sentir bien. Et puis la dernière chose, et là évidemment une belle voix aussi, quelque chose qui est important aussi pour vous, c'est le sens. C'est quel sens on donne à notre vie, quelles sont nos valeurs. Donc voilà, donc les 3 piliers de l'orientation positive, c'est les forces, le plaisir et le sens. Et du coup, j'utilise beaucoup ça sur notamment l'orientation scolaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'impro pour se mettre en scène, pour improviser des histoires, et en même temps réfléchir à qui on est réellement. Parce qu'un élève de collège, on va lui demander « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Mais à son âge, il ne sait pas. Puis il a autre chose à penser. Parce que là, il est dans une période où les relations sociales, c'est pas évident. Le corps, il change... de partout, le cerveau il n'est pas terminé, voilà, donc en gros quand on lui dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, le gamin il va te dire mais attends mais Sébastien j'ai autre chose à penser là, j'ai ma copine, j'ai mon copain, machin, voilà, donc on va progressivement s'amuser puis à réfléchir à qui on est. Et je pense que dans l'orientation scolaire, si on a une notion qui est forte de qui on est, après, le fait de choisir un métier en rapport avec qui on est, ça va être beaucoup plus simple. Et pour ça, l'orientation positive, c'est magique. C'est génial. Et il y a des liens avec l'impro, évidemment, qui sont tout de suite. Tu parlais de l'orientation scolaire. Pendant notre entretien, j'ai senti que c'était quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur. Ouais. De pouvoir orienter les jeunes. Et comme tu dis, c'est important de le faire, de les aider tôt. Ouais. Pour gagner du temps aussi, parce qu'on a tous connu ça. Moi, je me souviens, quand j'étais en terminale, qu'est-ce que tu veux faire ? Faire de la com. Ouais. C'est ça. Et puis on y va, et puis après on peaufine, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Voilà, déjà, 40 ans, on apprend toujours à se connaître, mais je veux dire, d'autant plus quand on est jeune, quoi, c'est compliqué. Ouais, toi, c'est quelque chose qui... Ouais, quand je travaillais à Saint-Paul, je voyais arriver des élèves en seconde, en fait, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Et ensuite, quand j'ai travaillé à Territoire Apprenant, je me suis rendu compte aussi que dans les entreprises, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Et je me dis, mais il y a certainement quelque chose à faire. Après, pour moi, l'objectif, c'est pas de permettre aux gens de trouver leur orientation, mais c'est de leur dire qu'aujourd'hui,
on est dans un monde qui va tellement vite, ça change, ça change, ouais, voilà, c'est ça, tellement vite que de toute façon, la compétence qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est l'adaptation. Et que les générations d'aujourd'hui, de faire une carrière, le même métier toute sa vie, ça n'existe plus. Et que c'est ça que j'essaie de transmettre aux élèves, c'est de se dire déjà dans un premier temps, c'est très bien de se connaître, de savoir, de connaître ses forces, de savoir ce qu'on aime faire, de savoir qui on est, et à partir de là, de pouvoir faire des choix qui correspondent à qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se planter. Okay, l'impro, on apprend ça aussi. L'improvisation, c'est des cours de plantade. Et en France, on a une notion de l'échec qui est par rapport à des pays nordiques ou aux États-Unis, ouais, voilà. Qui est pas la même, ouais. Et ça, je leur inculque ça. On a d'ailleurs un exercice qui est super, c'est l'exercice de j'ai foiré. C'est-à-dire qu'on fait un exercice, on est obligé de se planter, et à chaque fois qu'on se plante, on va lever les bras et dire j'ai foiré, et tout le monde va applaudir. Et là, ça fait du bien. Donc, de se dire que vous n'allez pas avoir qu'une seule carrière dans votre vie, vous allez changer entre 8 et 12 fois de métier. Ensuite, que vous allez faire des métiers qui n'existent pas encore. Donc, ça sert à quoi d'aller choisir une orientation qui n'existera plus dans quelques années? Et la deuxième chose, c'est de se dire que la meilleure compétence à avoir, c'est de s'adapter au monde qui tourne autour de vous. Ce qu'on dit souvent, hein, les espèces qui ont survécu, ce n'est pas les espèces les plus fortes, c'est celles qui se sont adaptées à leur environnement. Donc, c'est ça que j'essaie de leur inculquer. Et puis d'être aussi valeur d'exemple, parce que pour moi, la meilleure manière de leur expliquer, c'est d'expliquer notre propre parcours et par où on est passé. Donc, je dis souvent que les coachs d'orientation aujourd'hui, en fait, ils sont devenus coachs d'impro parce que l'orientation pour eux, a été chaotique. Et ils viennent donner une solution. Moi, ça n'a pas été tant que ça chaotique, au contraire. Moi, j'ai envie de leur dire, bah voilà par où je suis passé et pourquoi ça a marché. Ouais, c'est plutôt, je reviens sur la notion des forces. Pas regarder ce qui n'a pas fonctionné, mais regarder ce qui a fonctionné. Voilà. Ouais, toi, très tôt, finalement, ça t'a aidé parce que tu as compris un peu la mécanique du monde. Ouais, c'est ça. Et donc, de dire, bah moi, mes forces, enfin, t'as compris, t'as voulu décortiquer comment ça se passait, et donc, du coup, toi, ça t'a aidé et t'as grandi comme ça. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que j'ai pas eu plein de questionnements dans ma vie, mais autour de moi, et les gens autour de moi me disaient, bah oui, ça se voit que t'es fait pour ça, donc continue. Et ça a été assez naturel, finalement, d'aller vers ces études-là d'animation, et voilà. Il y a une phrase, moi, qui est revenue, que tu as évoquée, qui m'avait marqué, moi, pendant notre entretien de préparation. C'était, aider l'autre à faire sa place dans le monde. On en a déjà parlé. Avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais te proposer un petit exercice d'improvisation théâtrale. Allez. Alors, j'avais fait comme ça. C'était pas un exercice d'impro, mais c'était sur l'intuition avec Marion, que tu connais. J'avais demandé, sans qu'elle le sache, de me faire un petit exercice, de me faire une petite démo. Et qu'elle avait totalement... c'était assez remarquable à voir dans un des épisodes des Belles Voix. Et voilà, c'était par rapport justement sur la thématique de faire sa place dans le monde. Je voudrais que tu imagines que devant toi, il y a une foule de personnes, des jeunes, des hommes, des femmes, qui ont tous un point commun. Toutes ces personnes doutent parfois de leur place dans le monde. Et moi, j'ai un objet magique dans les mains, un objet imaginaire que je vais te remettre. Et je voudrais que tu te serves de cet objet pour aider ces personnes à révéler ce qu'elles portent en elles et à faire leur place. Est-ce que tu es prêt à recevoir cet objet ? Déjà, je voudrais bien l'avoir, cet objet. Alors, à toi de me dire ce que c'est ou pas, ou de laisser la magie. Ok. Et et comment tu t'en sers pour aider ces personnes. En fait, pour moi, cet objet, pour aider les personnes, il n'est pas là. Il est au sein de chaque personne, en fait. Chaque personne a en lui cet objet, en fait. Donc, je pourrais peut-être le distribuer, un morceau à chaque personne. Et une fois que ce morceau arrive dans la personne, il va devenir unique. Ok ? Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous êtes tous uniques. Il n'y a pas une copie de vous dans le monde. Vous êtes déjà unique. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que
vous êtes unique et vous avez chacun vos forces. Et que les forces que toi tu as, celui-là peut-être ne les a pas. Mais les forces dont tu as besoin, peut-être qu'il les a. Et vous allez pouvoir, ensemble, développer des choses. Et vous allez vous rendre compte qu'à deux, il va vous manquer quelque chose. Mais heureusement, il y a Nathalie qui est au fond là-bas, qui a ce que vous recherchez. Et ce qui est intéressant dans ce que tu me dis là, de cette foule-là, c'est que souvent, ces compétences-là, on va vouloir les chercher, mais on ne va pas les chercher à côté de nous. On va aller très loin. Sauf qu'on n'est pas conscient que dans la même pièce, ou dans le bureau d'à côté, ces compétences, elles sont là. Donc, on va dire que j'ai distribué voilà, le trésor que chacun a en lui. Et moi, j'en ai gardé un. J'en ai gardé un pour moi. Et moi, celui que j'ai gardé, c'est justement de tisser des liens entre ces personnes. Et ils ont juste à tirer pour se rendre compte que ce que je cherchais est à côté de moi. Et moi, mon objectif, c'est de justement faire ouvrir les yeux, le sourire, de regarder l'autre et de l'accepter tel qu'il est. Parce que, évidemment, ce serait trop simple si la personne qui a les compétences qu'on recherche a aussi le caractère qu'on recherche. Et voilà, non, il faut s'adapter. On revient sur l'adaptation. S'adapter à l'autre et de se dire qu'on a tout pour réussir ce qu'on a envie de faire. Et on a tout pour réaliser nos rêves. Pour cela, on lève la tête, on regarde l'autre, on accepte l'autre et on co-construit. Voilà ce que je pourrais te dire de merci pour cet exemple d'impro. Et c'était dans l'idée de vraiment pouvoir porter ton message à travers cette objet, parce que voilà, c'est ça. Voilà, on sent toute cette bienveillance et cette volonté d'aider les autres. Et donc, je trouvais que c'était un bel exercice pour le mettre en œuvre, en plus de tout ce que tu nous as dit jusqu'ici. Mais merci, moi ça me permet aussi de développer des pitchs, je vais le garder celui-là. Je te le remets. On fera la capsule. Donc voilà, on parle effectivement de faire sa place dans le monde. Et je voulais revenir sur les jeunes. Ouais. Et au sujet d'une de tes interventions auprès des écoles, tu as écrit dans un post LinkedIn: j'essaie de mettre les élèves en mouvement, de les révéler, de les questionner sur la contribution qu'ils souhaitent apporter au monde. Je trouvais ça assez fort. Est-ce que toi, tu peux développer cette phrase, notamment sur le mot révéler et contribution, mais qui va au-delà, effectivement, tout à l'heure, tu parlais en début d'interview de la planète, du monde. Et effectivement, je parle des jeunes parce que, on sait comment ça se passe, la société, etc. aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie que tu développes ces deux mots forts pour voir un peu toi, quel est ton avis là-dessus et comment tu procédais exactement, comment tu les aidais. Je vais revenir sur la première partie de la citation, sur la mise en mouvement. Ouais. Déjà, quand tu interviens dans des écoles, souvent tu rentres dans des classes où les tables sont alignées, tu sais, au parquet, les chaises sont bien rangées, chacun est à sa place. La première chose que je demande aux élèves, moi, et qu'ils adorent faire, je leur dis, vous me pétez cette classe. Vous m'enlevez les tables, les chaises et tout. Et donc, ils adorent faire ça. Et après, évidemment, on se retrouve en cercle. On commence par un cercle. Et là, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et ils n'ont pas l'habitude trop de ça. Donc, petit à petit, la première heure de mes interventions, ça va être d'utiliser des outils de théâtre d'impro pour lâcher prise. Créer une confiance au sein du groupe pour que chacun n'ait pas peur de faire des choses devant les autres. Pour moi, c'est le mouvement du corps qui va inciter ensuite à nous mettre en action dans les têtes. D'accord. Si on est assis d'une manière passive, ça ne va pas se passer. Donc, la première chose, c'est la mise en mouvement et justement par le jeu. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils vont progresser, mais ils vont progresser, ils vont mieux se connaître. Et la première chose, c'est ça. Ensuite, sur le fait de se révéler, cette partie-là, sur la première heure, là, très vite, on voit déjà les forces de chacun. Et on va les valoriser. On va lui dire, tu vois, là, tu as aidé ton copain, merci, c'est super. Et c'est un truc que tu as fait naturellement. Toi, on sent que tu as envie d'aller vers les autres.
ok ? Et puis peut-être que la personne qui n'a pas osé au départ, qui est un petit peu timide, c'est celle qui va avoir l'idée, qui va développer l'impro derrière. Et la même chose, on va valoriser. Et là, on va lui dire, toi, t'es pas un leader, toi. Toi, t'es un constructeur. T'es quelqu'un qui va suivre les idées, mais sans toi derrière, ça ne marchera pas. Et donc ça, chez la valorisation du gamin, il va se dire, waouh, moi j'ai vu des enfants pleurer, hein. Quand une petite valorisation comme ça, j'ai vu des enfants pleurer et qui tremblaient comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être valorisés comme ça. Et de leur dire que tu vois, en fait, tu es capable de tout. Je me rappelle aussi en BTS, un élève qui était très renfermé, qui sur le dernier exercice sort une phrase, mais magnifique, et là en fait tout le monde l'applaudit. Alors que c'était un étudiant qui dans la classe était au fond, personne ne lui parlait, voilà, tout le monde l'applaudit, et pareil, il a craqué. Moi j'en ai les poils là, hein, t'en parlais. Et en fait, il est sorti de là, et plus jamais il aura la même image. Les autres auront la même image de lui. C'est-à-dire qu'ils vont te taper sur l'épaule et tout, c'est super ce que tu as fait. Voilà. Et il y a des déclics comme ça qui font que derrière, c'est souvent ces gamins-là il y a eu un déclic qui va faire que, en fait, ils vont créer des choses extraordinaires. Je ne sais plus, il y avait une phrase dans le film sur Enigma, là, j'ai plus le terme, qui dit que c'est souvent les personnes auxquelles on ne s'attendait pas qui font les choses les plus révolutionnaires ou qui voilà. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important d'aller voir la personne et de connaître la personne pour ce qu'elle est, et tout ce qui est lié au jugement de l'autre, tous nos biais cognitifs là-dessus là. Ça, si j'avais une baguette magique, je peux te dire que... Ah, attends, on va en parler. Ne spoil pas la suite. Ok. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, la première chose pour que les gens puissent se révéler, c'est de leur donner confiance et de les valoriser. Les valoriser, et ça peut être une toute petite chose, hein, toute petite chose. Et qui peut changer toute une vie. Mais qui peut changer, voilà. Ah, parce qu'un déclic, ça peut changer une vie, alors notamment... C'est l'effet Pygmalion. Auprès d'un jeune, c'est encore plus... Ah ben oui, c'est l'effet Pygmalion. On parlait de biais cognitifs. Tout de suite, moi je me souviens de moi-même quand j'étais élève, mathématiques, j'étais nul en mathématiques, mais par contre je me rappelle d'un prof en terminale, vous allez réussir. Ouais. Vous allez réussir, continuez, vous avez la bonne posture, vous allez réussir. J'ai eu ma moyenne au bac. Mais en fait, je me souviens, c'est ce qui est resté, c'est ça, quoi. Mais on se souvient, moi je sais que j'ai mon compagnon, il me dit souvent, c'est marrant hein, parce que ça l'a marqué avec son prof de musique. Il a dit, si un jour quelqu'un te demande qui est ton prof de musique, tu lui dis pas que c'était moi. Pour lui montrer qu'il était juste pas bon, en fait, quoi. Ouais. Et ça lui est resté. Je me dis, mais moi-même, voilà, j'étais pas très bonne en maths. Elle me dit, non, S, pas pour toi. Voilà. Bon, bah, t'essayes pas, en fait. Tu me dis tout de suite que c'est pas la peine que j'y aille, quoi. Ouais. Mais c'est fou, parce que c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur les jeunes, parce que c'est ce que, même dans l'éducation, hein, en tant que, moi, je suis maman aussi, et les mots sont forts, quoi. Et autant petit que là, toi, quand tu agis aussi au sein des collèges et lycées, voilà, ça, ou même le lien que tu fais avec les profs ou élèves, tu vois, ça avait un impact, quoi. Bien sûr. Ça peut avoir voilà, un impact sur notre vie. Exactement. Après. Même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Quoi. Non, bien sûr. Parce qu'il y a certains élèves, on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Voilà, on disait tout à l'heure, ils ont une chose à penser, voilà. Mais je suis sûr que certains, dans quelques années, ils vont se dire « Ah oui, je me rappelle de ce qu'il Ouais, tu déposes un petit... Ouais, c'est ça. Des petites miettes, quoi, qui vont faire leur bonhomme de chemin, quoi. Tu interviens aussi dans les quartiers prioritaires, tu disais tout à l'heure. Et je pense notamment à la route des possibles. Ouais. Parcours dans lequel tu as accompagné des femmes dans leur réflexion de parcours professionnel. Et alors, je voulais savoir que ce soit chez les jeunes dont on parlait ou chez ces femmes, quelle est la plus grande transformation que tu aies vue? Alors, tu as parlé notamment d'un jeune de 17 ans tout à l'heure. Ouais. Peut-être chez une femme, peut-être. Est-ce que tu y a quelque chose qui t'a marqué? Ouais. Parce que là, on parle d'adultes, pour le coup. Hein, ouais, tout à fait. Alors après, la route des possibles, c'est dans les collèges, j'interviens sur toute l'année.
Là, c'est ponctuellement, donc c'est la route des possibles, je les vois 3 demi-journées en l'espace de 3 semaines, quoi. D'accord. 3 semaines ou 4 semaines. Ouais, donc pour résumer un petit peu, c'est voilà une quinzaine de femmes, à la fois à Vannes et à Lorient, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu des parcours de vie costauds. Moi, à côté, tu te dis, wow, j'ai rien vécu. Et qui sont clairement en perte de confiance, et où le théâtre d'impro va justement les mettre en mouvement, les révéler, leur rendre un peu le sourire. Et un exemple, moi je me rappelle une femme qui arrivait avec je la vois encore rentrer dans la salle, les yeux au sol, qui avait pas trop envie de parler, qui à chaque fois qu'on la regardait, qu'on la questionnait, elle tremblait, voilà, des vêtements très ternes. Et à la fin du parcours, elle est arrivée. Elle avait des vêtements colorés, le sourire. C'est elle qui amenait les autres avec elle sur les impros. Ouais, c'est ce parcours-là. Et pourtant, je me dis, voilà, c'est en l'espace de 3 semaines. Mais oui, il s'est passé quelque chose. Et elle-même, à la fin, elle a dit, si je mets de la couleur, c'est pas pour rien, Sébastien. C'est que il se passe quelque chose. Et que, ouais, c'est ça, moi, ça m'a marqué, ce truc-là. Parce que rien que sur la manière, elle s'est dit ce matin, bah, j'ai envie de mettre un peu de couleur, quoi, et de sortir de manière positive. Et je suis contente d'aller retrouver les femmes avec qui je fais ce parcours, quoi. Donc, tu vois, c'était vraiment top. C'est beau. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et le plus beau témoignage que tu aies reçu? Le plus beau témoignage que j'ai reçu... Celui qui t'a le plus touché. Ouais. C'est une élève en primaire, une élève de CM1. D'accord. Alors, c'est pas elle directement, c'est sa maman. Donc, j'ai fait un atelier d'impro dans une école à Monterblanc. J'ai dû les voir sur 7 séances. Et l'avant-dernière séance, je sors et c'était la sortie de classe, donc tous les parents étaient là. Et la maman vient me voir. Non, c'est sa fille qui lui dit « Ah, c'est notre prof de théâtre ». Et qui me dit « Ah, c'est à cause de vous que ma fille a envie d'aller à l'école maintenant ?» Et là, sur le coup, tu vois, je m'en rends pas compte. Puis après, je me dis « Waouh, mais en fait… Et elle dit elle se lève le matin, ouais, pour aller à l'atelier théâtre, en fait. Elle veut venir à l'atelier théâtre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à l'atelier théâtre ? C'est peut-être pas une élève qui à l'école et trouve son compte, ou peut-être que souvent l'école on est tous différents et l'école est pas faite de la même manière pour tout le monde. On est sur la même ligne de départ, on doit arriver sur la même ligne d'arrivée, mais on est tous différents, on doit suivre le même parcours. Elle était peut-être pas faite pour ça, mais par contre pendant l'atelier d'impro, en fait, en gros, là elle révélait qui elle était, et elle était à l'aise, elle jouait, elle était valorisée. Et elle sortait de là, c'était plus la même, quoi. Donc elle a dit à sa mère, moi je veux aller à l'école. Et je pense que c'est le meilleur témoignage. C'est à cause de vous que ma fille a envie d'aller à l'école. Tu te rends compte ? C'est pas même grâce à vous, c'est à cause de vous. Ouais. Et ce témoignage-là, ouais, il m'a marqué. Ouais, vraiment. Ça a touché la corde sensible. Ouais. D'ailleurs, en tant que papa, donc tu as 2 filles qui ont quel âge ? Donc 12 et 7. D'accord. Et donc… il y a le côté, effectivement, entrepreneur qui va aider les autres. Comment ça se passe quand on est papa, justement, avec ses enfants ? Si j'ai choisi de faire des choses autour de l'orientation, c'est pas non plus pour rien. C'est-à-dire que ma grande, Faustine, qui a 12 ans, c'est mon premier cobaye, en fait. Elle teste tout ce que je fais. Et elle adore. Les premiers ateliers d'orientation que j'ai fait avec l'impro, je les ai faits à la maison, avec les copains de ma fille, en fait. C'est ses copains de classe sur des journées pédagogiques, il n'y a pas école. Je dis aux parents, ils n'ont pas école, vous savez quoi en faire ? Ben non, je peux les prendre la journée ? Oui. Et donc, on a fait nos premiers ateliers d'orientation positive à la maison. J'ai testé avec les élèves, avec les copines de Faustine et les copains de Faustine. Elles sont très curieuses de ce que je fais. Elles sont pas toujours en capacité d'expliquer vraiment ce que je fais. Souvent, c'est bon papa. Je parle souvent par casquette, moi.
Et donc, ma plus petite, Margot, me dit, mais papa, tu mets quelle casquette ce matin? Est-ce que tu es le coach d'impro? Est-ce que tu es le facilitateur? Est-ce que tu vas former le formateur? Donc, on marche comme ça par casquette. J'estime que si j'arrive à expliquer à mes filles ce que je fais, c'est que c'est gagné. Elles arrivent à comprendre tout ça. Et ce qui est important, c'est que j'essaie d'être le meilleur papa possible en utilisant les outils que j'apprends au quotidien et qu'elles sont pour moi des sources d'inspiration aussi, évidemment. Et elles ont 2 caractères qui sont totalement différents, mais chacune m'apporte évidemment, non seulement évidemment professionnellement, mais surtout personnellement. C'est aussi le refuge à un moment quand ça va pas. Et quand on parlait d'être là, de valoriser, je pense que le virus, elles l'ont là. J'allais dire, elles aiment créer du lien aussi, apporter le sourire autour d'elles. Ouais. Oui, puis elles adorent réconforter. Voilà, elles sentent tout de suite, de toute façon, quand ça va pas. Donc non, c'est évidemment que ça fait partie elles font partie de ma vie et de qui je suis, évidemment. Bien sûr. Tu parlais de tes différentes casquettes. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose justement par rapport à ta casquette de formateur peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de coach d'impro. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter sur... Formateur, je l'ai toujours été, avec toujours ce sentiment d'être un peu un imposteur dans le truc. Donc c'est pour ça que j'ai passé ma certification de formateur professionnel pour adultes l'année dernière. Je me suis rendu compte que du coup j'étais formateur, mais ça m'a permis vraiment d'aujourd'hui d'être légitime, d'asseoir la chose et d'arriver aussi avec des outils solides dans la formation, et notamment une formation que j'ai créée autour pour les professeurs des écoles sur comment capter l'attention des enfants en utilisant des outils de théâtre. En classe. Ah, génial. Donc ça, je l'ai testé avec les masters de MEF, donc master éducation et formation de l'ISFEC. Et parce qu'en fait, à terme, moi, ce que je souhaite, c'est que ce que je fais dans les collèges, je voudrais former les professeurs pour qu'ils aient ces compétences-là. Et que ça ruisselle sur un maximum d'établissements. Ça ruisselle, on parle de l'eau tout à l'heure. Ouais, tout à fait, voilà. Ça passe des grands, des grandes... d'un point de vue formateur. Après, aussi, peut-être un petit clin d'œil sur le métier de facilitateur qui est en train de se développer. Un facilitateur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui intervient auprès des collectifs, de leur proposer des outils pour qu'ils travaillent bien ensemble, pour qu'ils réfléchissent bien ensemble. Et on a créé un petit collectif sur Vannes qui s'appelle le collectif Allumé, avec, on est 6 facilitateurs du territoire, et on essaie de promouvoir ce nouveau métier qui permet de développer l'intelligence collective et de trouver des solutions par des outils. Ça peut être des jeux de cartes. Moi, j'ai mon outil théâtre d'impro qui marche bien. Chacun a ses compétences. On a des gens qui interviennent autour de l'innovation. Voilà, si les gens veulent avoir un peu plus d'infos là-dessus, donc le collectif Allumé sur les réseaux, sur le métier de facilitateur. Tout à fait. Mais bon, ça, après, quand je dis formateur, animateur, facilitateur, improvisateur, à chaque fois que j'interviens, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Quand je fais de la formation, je bosse ma facilitation. Quand je fais de l'impro, je bosse sur l'animation, je bosse sur la formation. Enfin voilà, tout est lié. Justement, tu parlais de cette certification en tant que formateur. Quand tu as écrit sur LinkedIn que au moment où tu l'as obtenu, tu as dit « À moi maintenant d'agir au quotidien avec toutes ces nouvelles compétences au service de ma contribution au monde. » Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase, on en a parlé tout à l'heure, mais parce que dans Les Belles Voix, on parle de la pierre que l'on apporte à l'édifice pour diffuser du positif dans le monde, à notre échelle, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'être humain, tout simplement. Et au sujet justement de ta contribution au monde, ou si je puis dire ta pierre à l'édifice, si tu pouvais la résumer en 3 mots, ce seraient lesquels? Révéler. Révéler.
valoriser, transmettre. Merci beaucoup. On va passer aux questions signatures. Ok. Donc, il y en a une que tu tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Même deux. Ouais. Tu parlais de baguette magique. Ouais. Justement, si je te donnais là une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde s'il y avait une seule chose? Je pense que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tous nos biais cognitifs qui sont liés au jugement de l'autre, ce qui crée des freins entre nous sur l'idée qu'on va se faire de la personne, sur les barrières qu'on va créer comme invisibles entre nous. Et qui vont faire que on va avoir peur d'aller vers l'autre en fait. Et si je pouvais avoir une baguette magique, ce serait de pouvoir enlever tous ces biais de jugement en fait de l'autre. Ouais, qui ont beaucoup d'impact finalement sur nos vies, quoi. Tout à fait. Le regard de l'autre. Ouais. Alors tu parlais de ton mentor tout à l'heure. Oui. Donc c'est une question signature, je me permets de te la reposer après, parce que la question c'est as-tu un mantra ou un mentor? Alors peut-être que tu as un mantra. J'ai un mantra aussi. Voilà. Donc le mentor, j'en ai un peu parlé. Voilà. J'en ai d'autres, mais voilà. Comme tu veux. Celui-là a été vraiment déterminant dans ma vie. Non, le mantra, c'est la phrase que je dis toujours aux jeunes, enfin à toutes les personnes que je rencontre à la fin d'un atelier, je leur dis ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est pas Sénèque? C'est une citation de Sénèque, tout à fait. Et là, je te parlais tout à l'heure de créer le mouvement. C'est le mouvement qui va nous permettre de nous dire que finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'était pas si compliqué que ça. Et que petit à petit, marche après marche, on n'est pas si loin de réaliser notre rêve ou vers où on veut aller, quoi. Voilà. S'il y a un livre que tu aurais pu écrire ou un film que tu aurais pu réaliser, soit l'un, soit l'autre. Ouais. Il y a en improvisation théâtrale, on a ce qu'on appelle des catégories. Donc les catégories, c'est les petites contraintes qu'on va rajouter aux improvisateurs pour rendre la scène un peu plus. Et il y a une catégorie qui s'appelle la catégorie huis clos. Moi, j'adore les huis clos. Et que ce soit les livres ou les films, j'adore les huis clos. Comme film, il y en a un qui m'a marqué, c'est Carnage. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui est tiré du livre de Yasmina Reza, Les dieux Carnage, et le film de Carnage était réalisé par Roman Polanski. En gros, c'est un huis clos chez un couple qui a un enfant, et cet enfant s'est un peu battu avec un autre enfant à l'école, et ils reçoivent les parents de l'autre enfant à la maison. Et là, il y a plein de relations, on va dire, de sujets psychologiques entre les gens. C'est deux couples très différents et on voit qu'il y a une tension et j'adore jouer ça. Comme Le Prénom, par exemple, la scène pièce de théâtre, Le Prénom, ou dernièrement Le Jeu, je ne sais pas si tu as vu Le Jeu avec Stéphane de Groot, où en gros c'est des copains, ils posent les portables sur la table. J'adore ça. Et quand, pour un livre, par exemple, ça pourrait être Le Paris-Briançon, qui se passe dans un train. D'accord. C'est Tesson, je sais plus exactement. Donc tout se passe dans un train et on a différents personnages dans ce train. Voilà. Moi j'adore ça. Donc si je pouvais écrire un livre, ce serait, je pense, un huis clos. Ouais. D'accord. Ouais. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce qui te touche le plus? Dernière question signature. Qu'est-ce qui te touche le plus dans le monde, positivement parlant? Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand quelqu'un va aller rassurer quelqu'un d'autre, taper sur l'épaule de quelqu'un d'autre pour lui dire... Il y a une vidéo qui tourne, je sais pas si... tu peux mettre des extraits vidéo dans le... Non, je fais pas ça encore. Il y a une vidéo de deux jeunes rugbymen. Et il y en a un qui est au fond du trou, qui pleure parce que l'équipe d'en face est vraiment très forte. Et il y a l'autre, son copain, qui vient le voir et qui lui dit « Écoute, je suis le plus petit, moi, de l'équipe. Peu importe si t'es petit, peu importe si t'es gros, si t'es grand, t'es un super joueur, mon gars. T'es un super joueur. T'es le meilleur joueur que j'ai vu. » Et en fait, il y a le coach à côté qui regarde la scène et qui lui dit « Magnifique scène, bravo, super. » Et en fait, c'est ces moments-là, d'autant plus de la part d'enfants qui viennent, en tant qu'adultes, on peut... je trouve que quand ça vient des enfants, c'est fort.
c'est fort, quoi. Mm. Donc, ouais, ce qui me touche, c'est toutes ces scènes-là où... Tu avais posté d'ailleurs un coach qui vient réconforter ouais, une celui-là, tennisman magnifique. parce qu'elle était Voilà. en train de perdre. Exactement. Et justement, j'ai exactement écouté parce que c'était... C'est ça, en fait. Ouais. C'est ces scènes-là. En me disant, mais rien n'est perdu et tu es unique. Donc, il peut tout se passer. Ça peut venir que de toi. Donc, tout est possible. Tout est possible. Moi, j'adore ces scènes-là. Et en l'espace de quelques secondes, on arrive à remobiliser. Ouais, le coach, là, oui, super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sébastien? Donc, tu as ta page LinkedIn. Ouais, principalement la page LinkedIn. Ouais. Je suis en train de créer mon site internet. Donc, normalement, quand la vidéo. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'espère que le site sera en ligne. Sera en ligne, pas sera en ligne, une liaison est à propos. Mais voilà, ça devrait à peu près coïncider à la sortie du site. Facebook également, j'ai pas encore d'Instagram, je vais y travailler, il faut que je m'y mette, notamment avec les jeunes. Mais au-delà, ouais, s'adapter. Mais ce que j'ai mis sur ma plaquette, au-delà des réseaux sociaux, c'est rien ne vaut ma rencontre. C'est pour ça que je fais ça avec toi aujourd'hui, Alexandra. C'est que tout ce qui se passe à travers un site internet, un post sur LinkedIn, pour moi, le meilleur, c'est le lien de parler directement, parce qu'on retrouve tous ces biais d'interprétation, des mots, des machins. Là, voilà, on est face à face, on est en naturel. Là, avec des belles énergies. Mais on peut continuer encore 1 heure. Moi, je veux bien, je suis bien là. Il est parti. Gaëtan, un petit café. Allez. Et quelle est ton actualité? Alors, j'ai vu que tu proposais, d'ailleurs ça m'intrigue, je vais peut-être m'inscrire. Tu proposes des ateliers d'improvisation. Ouais. Alors des ateliers d'impro sur l'année avec des troupes, mais je propose des stages ouverts à tous pour découvrir l'improvisation théâtrale et avec des thématiques différentes. D'accord. Donc là, le 31 mai, un atelier sur l'écoute active. D'accord. Voilà. Et un autre atelier en juin sur 100 suiveurs, pas de leader. D'accord. C'est-à-dire qu'on va travailler le fait de, par exemple, quelqu'un lance une idée, tous les autres devront valoriser cette idée. D'accord. Même s'ils ne sont pas chauds d'y aller, mais le but c'est de toujours valoriser la proposition de l'autre. D'accord. Et on se retrouve sur scène à 12 quelquefois, et on va toujours être dans le même sens. Donc c'est des journées super sympas, où on a toujours un temps au départ de cohésion, de lâcher prise, et puis après on va aller travailler les différentes petites thématiques. Donc ça peut nous servir de manière professionnelle, et également dans notre vie de tous les jours, sur notre posture d'être humain. Voilà. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dans ton parcours ou dans ce que tu proposes qu'on n'aurait peut-être pas cité? Oui, il y a un élément, un concept que j'utilise beaucoup qui s'appelle le voyage du héros. À la fois dans les écoles, dans les entreprises, dans les formations, dans l'accompagnement aussi des personnes en reconversion professionnelle. Le voyage du héros, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, qui a été écrit par Joseph Campbell en 1949. En gros, Joseph Campbell, c'est un mythologue américain qui a étudié l'ensemble des mythes du monde entier et qui s'est aperçu que, à l'intérieur de ces mythes, les héros et héroïnes de ces mythes passaient par les mêmes étapes de vie. Et dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y a un scénariste américain qui s'appelle Christopher Vogler qui a repris ce voyage du héros, qu'on a fait un bouquin qui s'appelle Le guide du scénariste et qui a simplifié en 12 étapes ce truc. Et en gros, en fait, moi j'associe le parcours scolaire, le parcours professionnel, je l'associe à ce voyage du héros et ça nous permet de faire une visualisation sur les étapes vers lesquelles on va passer. Donc pour simplifier un petit peu tout ça, moi je l'ai réduit en 6 étapes. Et par exemple, pour un élève si je te prends un élève de 4e ou de 3e, tu as la première étape qui s'appelle le monde ordinaire. Le monde ordinaire, c'est les premières scènes d'un film où on va connaître le héros. Donc, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, ses rêves et tout ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'appel à l'aventure. L'appel à l'aventure, là, en l'occurrence, on va te demander de choisir une orientation scolaire. Donc, tu vas devoir faire un choix. Le choix, c'est la 3e étape. Okay ? Une fois que tu as fait ton choix, tu vas arriver dans ce qu'on appelle le nouveau monde. C'est quelque chose de nouveau que tu découvres. Tu vas devoir faire tes preuves. Tu vas peut-être te planter, certainement. Tu vas apprendre, tu vas avoir des alliés, des ennemis.
ok ? Et tu vas arriver à une nouvelle étape qui est la révélation, de te dire, est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que le voyage que j'ai fait là, est-ce que je suis à ma place ? Donc là, tu as 3 possibilités. C'est soit tu es à ta place, et là, tout ce que tu as appris, maintenant tu vas contribuer au monde, avec tout ce que tu as appris. Soit tu te rends compte que non, c'est pas fait pour moi, et tu vas répondre à un autre appel à l'aventure et tu vas refaire le même voyage. Soit tu vas te planter, mais c'est vraiment ce que tu veux faire. Donc tu vas recommencer. Soit par une nouvelle école, soit une nouvelle formation, jusqu'au moment où tu vas arriver à ta contribution au monde, ce qu'on appelle le retour du héros. Tu vas trouver l'élixir qui va te permettre de contribuer à ta manière au monde. Voilà. Jusqu'au nouvel appel à l'aventure qui va t'envoyer dans un monde, on parlait tout à l'heure, qui change très vite. Des voyages du héros, on en fait tous les jours. Okay, mais il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Il y en a qui se font sur une journée, d'autres qui se font sur 2 ans. Et donc, l'orientation positive et l'impro, c'est une préparation à l'inconnu. Et du coup, j'utilise le voyage du héros pour visualiser le chemin vers lequel on va aller. Donc, en gros, on va travailler la posture et on va visualiser le chemin. Alors, faut pas évidemment, c'est pas adaptatif à tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais on peut utiliser cette notion-là. Et souvent, j'en ai fait une conférence d'ailleurs qui s'appelle Préparons-nous à l'imprévu. D'accord. Et les personnes qui ont vu la conférence m'ont dit, ouais, je me retrouve exactement dans ce voyage-là, en me disant, évidemment, ils sont à des niveaux différents dans les étapes, mais voilà. Et quand on fait de l'improvisation théâtrale, notamment des pièces improvisées, parce qu'on fait des pièces improvisées d'1 heure et demie, on utilise cette notion de voyage du héros dans l'histoire, pour créer notre histoire. Voilà. D'accord. Donc voilà ce que je voulais rajouter un petit peu sur... Parce que c'est quand même un élément important. Et donc voilà, Joseph Campbell et un petit clin d'œil à un coach d'impro qui m'a formé là-dessus, qui s'appelle Mark Jane. Donc je lui fais un petit coucou, Marc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que mon entreprise fonctionne. Voilà, parce que je suis encore un peu dans le truc, mais c'est bien parti. Puis d'être heureux, quoi. Voilà, d'être heureux. Et de faire ce que je kiffe. De toujours continuer à faire ce que je kiffe. C'est bien parti. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation. Merci, Alexandra. Et d'être très heureux. Et longue vie aux belles voix aussi. Merci beaucoup. Merci. Coupé. Attends, Sébastien. Et fin. Coupé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.